cession de l'entreprise avec convention de quasi-usufruit. Alors l'idée c'est d'économiser de l'impôt. Je vends l'entreprise, j'ai l'impôt sur la plus-value et ensuite je donne ou je meurs, il y a les droits de mutation à titre gratuit. Donc deux impôts. Donc un, je vends IPV, impôt sur la plus-value, puis transmission à titre gratuit, DMTG, droit de mutation à titre gratuit, deux impôts. Alors que si je donne d'abord, la donation efface la plus-value. Ça veut dire que, alors je ne vais pas tout donner parce que donner c'est donner et reprendre c'est voler, mais comme je veux donner et garder des liquidités, je vais donner la nue propriété, donc je vais avoir les droits de mutation à titre gratuit sur la nue propriété donnée. Ensuite, je vais vendre, et le nu propriétaire, mon enfant, va vendre sa nue propriété, moi je vais vendre l'usufruit. Et donc, on va avoir comme total d'imposition les droits de mutation à titre gratuit sur la nue propriété et l'impôt sur la plus-value sur l'usufruit. Et on va passer dans l'acte de donation, et c'est impératif pour ceux qui veulent recourir à ce montage, de passer la convention de quasi-usufruit dans l'acte de donation. Il faut que les conditions de la donation figurent dans l'acte. On verra que si la convention est passée après l'acte de donation, eh bien on encourt le risque de l'abus de droit fiscal, tout simplement. Donc, la technique repose sur le quasi-usufruit. Vous vous souvenez que la personne veut donner, mais garder quand même. Et donc, on va faire un quasi-usufruit conventionnel dans l'acte de donation. Donc, le quasi-usufruit, l'origine, c'est le 587 du Code civil. Les choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, telles que l'argent, les grains et les liqueurs. L'usufruitier a le droit de s'en servir, à charge pour lui de rendre à son décès. L'équivalent. Alors, moi, avoir l'obligation de rendre à mon décès, je veux bien tous les jours. Mais cette obligation civile de restitution de l'usufruitier, eh bien, va se traduire au plan fiscal par une dette déductible de l'actif successoral, s'il en reste. Donc, fiscalement, c'est très intéressant. Il va y avoir un passif de la succession. Et pendant ce temps-là, c'est la seule situation, pour moi, favorable en cas de démembrement de propriété, c'est bien le quasi-usufruit. Le quasi-usufruitier est un quasi-propriétaire. Il peut tout consommer sans de compte à rendre au nu propriétaire. Vraiment, le nu propriétaire, il attend le décès du quasi-usufruitier. Alors voici le schéma. Si je vends en pleine propriété IPV, impôt sur la plus-value, plus droit de mutation, ou alors justement on va proposer, il y a encore une personne qui m'a appelé à ce sujet-là avant-hier, bon je ne fais pas, on verra pourquoi, mais chacun a son propre degré de risque, et moi je ne fais pas, mais je vous expliquerai pourquoi, mais c'est moi. Et donc le quasi-usufruit conventionnel, c'est je vais donner. On m'a dit, ah non, la donation efface la plus-value. Ah ben très bien, je vais donner, mais je ne vais pas donner la pleine propriété, sinon après je n'ai plus rien. Donc je donne que la nue propriété, je ne passe une convention de quasi-usufruit en cas de vente simultanée de l'usufruit et de la nue propriété. On va obtenir donc des liquidités et sur ces liquidités, eh bien, le quasi-usufruitier va exercer son quasi-usufruit, il va pouvoir consommer cette somme d'argent, souscrire des contrats d'assurance vie, acheter de l'immobilier, faire ce qu'il veut avec. Toute liberté pour ça. Et voilà. Et donc sur ces liquidités-là, et bien à ce moment-là, au décès de l'usufruitier, il y aura cette créance de restitution déductible de l'actif successoral. Et voici les enjeux fiscaux. Donc je reprends l'entreprise qui vaut 6,4 millions, j'ai 3 enfants, il y a 2 donateurs, mariés en régime de communauté, 65 ans. Je vente simple IPV, eh bien j'aboutis à 1,6 million, plus je retire la fiscalité sur l'impôt sur la plus-value, et avec l'abattement renforcé de 85%, je me mets dans une situation favorable. Et ensuite, je donne ou je décède, et bien sur le solde, je devrais payer, enfin mes héritiers devront payer les droits de mutation à titre gratuit pour un total donc de 2,5 millions.
Avec le quasi-usufruit, je vais alléger la fiscalité, puisque les droits de mutation sans du trail, on va... puisque à 65 ans, la valeur fiscale, quand même, c'est agréable, parce que c'est du 60% de la pleine propriété, la valeur de la nue propriété, et les droits sont de 637 000 €. Et je vais avoir comme impôt sur la plus-value sur l'usufruit, quand même, vous voyez que ça fait cher, 790 000 €. J'arrive à un total de 1,4 million, soit une économie de 1,1 million. Alors, je vous ai mis ici le tableau pour le calcul de la plus-value sur l'usufruit. Dans cette situation-là, sur la vente simultanée, j'ai donné préalablement la nue propriété et ensuite il y a vente et de l'usufruit et de la nue propriété, sachant qu'on a effacé la plus-value relative à la nue propriété préalablement donnée. Le calcul de la plus-value sur l'usufruit, eh bien, on a 4 colonnes, on va prendre la dernière colonne, donc on a le prix de cession de la pleine propriété, moins le prix d'acquisition de la pleine propriété, première colonne, moins la différence de valorisation de la nue propriété entre la donation, 3 840 000, moins l'acquisition, 240 000. Et on aboutit à une plus-value de 2,4 millions. Même si c'est taxé, vous voyez, avec l'abattement renforcé de 85% ou au PFU de 30%, ça fait quand même mal. Alors, y a-t-il abus de droit fiscal? Parce que vous voyez bien que l'intention, c'est pour ça que je n'aime pas, et je n'ai jamais fait, et je ne ferai jamais. Vous voyez que pour moi, la technique, c'est une technique de montage, de convention de quasi-usufruit, il est applicable à tout le monde, sans considération des objectifs particuliers du chef d'entreprise. Et moi, je me méfie quand des schémas sont applicables à tout le monde. Je m'interroge sur les motivations autres que fiscales, comme les cessions d'usufruit temporaire. Enfin, vous voyez, eh bien là, le quasi-usufruit conventionnel, pour moi, c'est la même attitude. C'est je vais faire des économies fiscales. Je ne pars jamais. Je dirais que chacun est libre, mais en ce qui me concerne, je ne pars jamais de cette considération-là. Donc, je n'ai jamais trouvé à l'appliquer. Bon. Et on a aujourd'hui 4 affaires, et il y en a qui conduisent à l'abus de droit fiscal et d'autres non. Donc, voici les références. Et quelles sont celles qui ne conduisent pas à l'abus de droit fiscal? C'est quand la convention de quasi-usufruit a été passée dans l'acte de donation. Et abus de droit fiscal lorsque la convention a été passée après la donation. Car je le rappelle qu'il est impératif que les conditions de la donation figurent dans l'acte à chaque fois. Vous voyez, même si je fais une donation sous condition d'apporter à la société, il est impératif quand je fais une opération comme celle-là, que la société dans laquelle j'impose d'apporter existe au moment de la donation. C'est pareil. Il faut que la convention soit signée dans l'acte de donation. Alors voici le détail des jurisprudences. Dès lors qu'un acte revêt le caractère d'une donation au sens de l'article 894 du Code civil, l'administration ne peut pas le regarder comme ayant un but exclusivement fiscal, mais attention, puisque depuis, on va le voir, qu'il y a eu l'abus de droit avec la définition de principalement fiscal. Donc, favorable, encore une décision favorable du Conseil d'État, ici. Le délai bref entre les opérations n'est pas constitutif de l'abus de droit fiscal, ni pour la dispense de fournir caution, puisque les conditions sont précisées dans l'acte de donation. Et voici les décisions défavorables. La convention a été passée après la vente. Et pareil, avec réappropriation du produit de la cession des titres donnés en pleine propriété. Donc voici le cours d'appel administratif de Douai, favorable. Mais depuis 2019, on a l'extension de l'abus de droit fiscal au but principalement fiscal, avec comme conséquence une pénalité de 40 ou 80%, plus les droits dus, plus les intérêts de retard. Alors, ma préconisation, c'est qu'il faut avoir toujours, quels que soient les actes, dès lors qu'une opération conduit à des économies fiscales, il y a intérêt à avoir l'explication.
Donc, avoir une vraie histoire à raconter. Sinon, je m'abstiens. Prévoir, si vous recourez au schéma, la clause de quasi-usufruit dans l'acte de donation, soit notarié ou dans le pacte adjoint au don manuel. Si l'enfant est mineur, écartez la règle de l'administration légale. Pourquoi? Parce que, là encore, s'il s'agit d'une SAS, par exemple, je donne la nue propriété d'une SAS à un enfant mineur, eh bien, maintenant, il faut l'accord du juge aux affaires familiales pour vendre les titres donnés à l'enfant mineur. Donc, il faut impérativement, dans l'acte de donation, eh bien, écarter l'administration légale grâce au 384 du Code civil. Ne pas faire porter le quasi-usufruit sur la totalité des titres donnés en nue propriété. Prévoir le remploi en démembrement pour certains titres. Bon. Respecter les termes de la donation. Ouvrir le champ des possibilités de la livraison par une donation alternative ou facultative. Très intéressant, j'y reviendrai sur ces types de donations. Et conclure la convention d'usufruit avant la vente, de toute façon, dans l'acte de donation et faire enregistrer au service des impôts. Et concernant la créance de restitution, bannir la dispense de sa garantie sans pour autant la prévoir, parce que la dispense de la garantie n'est imposée par aucun texte. Voilà, on a fini sur cette pratique de convention de quasi-usufruit. Avez-vous des questions ?